Ça n'a pas plu quand j'ai dit FNPS. Eh bien, puisque ça n'a pas plu, je le répéterai chaque jour. Parce que c'est la vérité. Entre le FNPS de Sarkozy répondant à l'UMPS du FN et la peur du FN mise en avant par Valls, la politique s'est mise à l'heure du tripartisme. Mais que penser de l'évolution de ces stratégies de discours? Quel impact auront-elles durant les prochains mois? Et peuvent-elles tenir jusqu'au régional, voire jusqu'à la présidentielle de 2017? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Marine Le Pen, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy à l'heure d'un match inédit à 3. Avec nous, 4 invités. Bonjour. Philippe Guibert, spécialiste en communication politique. Vous avez dirigé le SIG, un service d'information du gouvernement, donc qui aide à élaborer la communication gouvernementale de 2012 à 2014. Michel Bétan, spécialiste en communication chez Havas Paris. Alors vous avez, vous, longtemps travaillé avec Xavier Bertrand, notamment à l'UMP. Jean-Philippe Moinet, fondateur de la revue Civique. Vous collaborez aussi à l'Institut d'études de l'opinion via Voice. Et enfin, Dominique Minguenot, professeur de linguistique à Paris 4 Sorbonne, pour analyser les mots qui sont les armes de cette guerre à 3. Alors on va commencer par le parti dont la stratégie semble avoir le plus évolué, un rompant, du moins apparemment, avec le fameux UMPS. Eh bien Marine Le Pen a pour la première fois proposé une charte afin que le FN puisse soutenir des candidats pour se faire élire à la tête des conseils départementaux. Alors est-ce un changement? Écoutez. À partir du moment où nous avons la possibilité d'être arbitre, nous allons proposer 5 ou 6 points qui sont essentiels dans l'esprit de nos électeurs, car c'est pour cela qu'ils ont voté pour nous au départemental. Et nous dirons à ceux qui réclament nos voix, soit vous respectez nos électeurs et vous signez cette charte et vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts, Attendez, vous allez entrer, je vais vous demander ce qu'il y a dans cette charte. Vous confirmez que vous allez proposer une charte? Si on nous demande nos voix, oui. Voilà. On refuse l'augmentation des impôts. Stop, la folie fiscale, c'est terminé. La lutte contre le communautarisme et la défense de la laïcité. Alors, le FN nous avait habitués à renvoyer dos à dos l'UMP et le PS, le fameux UMPS. Alors, est-ce un changement de stratégie, Philippe Guibert? C'est-à-dire que cette charte, elle est avancée par Marine Le Pen pour marquer qu'elle pèse désormais dans le jeu politique et qu'elle est un parti de second tour. Ce qui, par rapport au cantonal, est un peu excessif parce que le FN n'a gagné que 30 cantons, ce qui est un peu moins que ce qu'il pouvait espérer, et que les situations de majorité relative, où donc les voix du FN, des élus du FN, peuvent être nécessaires, ont été beaucoup moins nombreux que ce qu'on pouvait imaginer au soir du premier tour. Mais c'est une stratégie de conquête qu'elle a proposé entre les deux tours. C'est-à-dire qu'elle a proposé quelque chose qui finalement ne servait à rien, c'est ça, Michel Bétan? C'est étrange comme proposition de Marine Le Pen parce qu'elle vient de casser une cohérence qui était forte au Front National, qui était l'UMPS, et tout d'un coup elle fait une proposition de parti dont elle sait pertinemment qu'ils lui ont déjà répondu avant même le premier tour. Oui, que personne ne va en vouloir, tout le monde a été très fort. Personne n'en a voulu et de toute façon personne n'en a eu besoin. En tout cas il est à remarquer que Marine Le Pen... C'est plus facile de ne pas vouloir quand on n'en a pas besoin d'ailleurs. Mais oui, mais je pense qu'en fait, en réalité, cette proposition de charte, même si elle casse une cohérence, je pense qu'elle fait partie d'une stratégie globale qui est celle de je change la devanture du Front National. Ça fait depuis des années, depuis qu'elle a pris la tête du Front National, elle a essayé de tout changer, jusqu'à y compris évincer son père. Elle a tout changé, le bleu marine, l'UMPS, elle a mis en place une nouvelle dialectique, elle a sorti du Front National tous les gens qui ont eu des propos décalés par rapport à la ligne qu'elle voulait fixer, et que ça fait partie de cette stratégie où elle fait un pas vers l'établissement, comme on dit aujourd'hui. D'accord, quitte à casser une cohérence, ce qui est quand même embêtant. Oui, c'est vrai qu'il y a à la fois beaucoup de généralités, voire des banalités dans cette charte. On peut prendre 2-3 points, mais par exemple, elle dit le Front National est favorable au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, c'est le programme du FN un peu édulcoré, quoi. Oui, mais comme si les électeurs étaient contre le peuple. Elle parle d'un esprit de rassemblement, cette charte, au service de l'intérêt général, comme si on était pour l'esprit de division, pour l'intérêt particulier. Il y a aussi la lutte contre les gaspillages, les gabegies, les fraudes sociales. Qui sont les électeurs contre les gabegies et les gaspillages. Donc il y a quand même des généralités, c'est de la communication. Moi je pense qu'il y a beaucoup de communication. Il y a une tentative, plus qu'une réalité, de faire une devanture propre.
sachant que derrière, en arrière-boutique, le Front National n'a pas totalement changé quand même. Oui, comme on l'a vu effectivement dans cette campagne, avec les propos racistes de candidats pointés, voilà, etc., dans les médias. Ouais. Et c'est vrai que c'est surtout cette charte peut-être une contradiction, peut-être une camouflage, une sorte de tenue camouflage par rapport à une contradiction grossière entre cette logique anti-système qui fait venir des électeurs, puis d'un seul coup, elle est en contradiction avec ça, et donc elle essaye de tenir les deux bouts de la chaîne, et elle aura du mal, parce qu'il y a un plafond quand même sur lequel elle a buté. C'est ça qui est paradoxal. Alors, vous vouliez réagir, mais peut-être d'abord d'un mot de Dominique Maguenot sur la manière de proposer cette charte avec une signature, hein, parce qu'il faudrait qu'ils signent ceux qui veulent les voix du FN. Est-ce que vous avez une petite remarque à faire ? C'est pas sa manière de parler qui est relativement convenue, c'est plutôt le mot charte. Je suis étonné que personne n'y fasse attention, parce que habituellement on parle d'accord, de contrat, c'est plutôt un contrat qu'elle propose en réalité. Et vous voyez qu'elle emploie le mot charte. Charte, et le mot charte est un mot intéressant. Voilà, exactement. C'est que le mot charte, bon, c'est un mot qui effectivement renvoie à des valeurs. Et donc, c'est une manière, je pense, pour le FN d'essayer de monter en gamme, comme on dit, c'est-à-dire d'essayer de se positionner au niveau des valeurs. Et donc, finalement, l'idée, c'est que avec l'UMP, au niveau des valeurs fondamentales, on peut avoir un accord qui est au-delà des petits problèmes de cantine scolaire, etc. Donc, c'est pas, à mon avis, tout à fait innocent l'emploi du mot charte. Je crois que même c'est essentiel. D'accord, parce qu'on a pointé finalement le fait qu'elle cassait la cohérence UMPS. En proposant une charte, elle se mettrait sur le plan des valeurs et elle essaierait de dépasser cette contradiction. Alors, qu'on peut dire ça comme ça, oui. Elle cherche comme les valeurs dans cette charte. Elle cherche surtout à apparaître comme un parti de pouvoir. C'est ça quand même le cœur de la stratégie du FN et le changement de stratégie du FN. C'est de ne plus être simplement un parti anti-système, mais d'un parti anti-système qui veut remplacer le système et qui veut peser sur le système. Et donc sa stratégie est de peser sur la distribution du pouvoir dans les collectivités locales pour des élections locales et dans des élections nationales. Donc cette charte, elle est une façon de signifier, moi je défends mes électeurs et je ne suis pas dans la tambouille politicienne. Oui voilà, et donc d'où le mot charte qui est sur les valeurs. Et le mot respect aussi. Et pas la tambouille, d'accord. Et alors un petit mot sur la suite, oui, tenable ou pas, du coup, cette stratégie pour la suite? Moi je remarque plusieurs choses. D'abord, je suis persuadé que dans aucun parti politique, personne n'a lu cette charte. Je suis persuadé qu'aucun des Français n'a pris connaissance de cette charte. Voilà. Et je suis Jean-Philippe Moinet qui l'a lu en détail. Et je le remercie d'avoir porté à notre connaissance, parce que j'ai découvert qu'en réalité, il n'y avait aucune valeur là-dedans. En fait, ce ne sont que deux éléments programmatiques qui recoupent ce que vient de dire M. Guibert, qui est de dire je veux montrer que je peux faire partie de l'établissement et que demain, je peux accéder au pouvoir et gouverner. Sachant que personne, effectivement, n'a donné suite, elle le savait d'avance. Donc, du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut être amenée à rejouer, justement, sortant de l'UMPS, voilà, une charte, ça peut être quelque chose qu'elle peut redécliner pour les régionales, voire pour la présidentielle? Pour les régionales, on va avoir affaire à un autre mode de scrutin et le vrai sujet va être pour les régionales, parce qu'on peut le dire, à de rares exceptions près, nous aurons des triangulaires dans tous les départements, sans aucune exception. Donc chacun jouera sa partition. Et donc évidemment, il pourra y avoir évidemment des jeux au second tour, on verra bien ce qui se passera, et voire au troisième tour, on verra bien ce qui se passera, même si effectivement, celui qui sortira en tête dans la région aura une prime majoritaire, et normalement, on n'aura pas besoin du Front National pour gouverner. D'accord, donc il n'y aura pas de charte. Il n'empêche que elle sera tentée de dire, voilà, je propose une charte, un contrat, un accord. Non, plutôt une charte, a dit Dominique Maguenot. Allons savoir, mais de toute façon, le Front National est sur une dialectique qui change tout le temps. Donc, si cette charte n'a pas marché, peut-être qu'elle voudra changer, elle voudra changer de mot. D'accord, donc ça n'a pas marché pour vous, ça a fait flop. Ah ben ça n'a pas marché. Ça a échoué. Ça a échoué totalement, parce que, comme on l'a dit, en plus de ça, on a bien vu dans les quelques départements où il n'y avait pas de majorité absolue, et il y avait une majorité relative, il s'est passé la chose suivante, c'est que l'UMP, comme le PS, se sont mis d'accord à peu près pour dire celui qui avait la majorité relative exerçait le pouvoir dans le département. Et donc, il n'y a pas eu à avoir d'arbitrage du Front National. Alors, on a parlé de cette fameuse formule UMPS qui avait identifié le Front National. Eh bien, surprise, au début de cette campagne des départementales, en mars, eh bien, Nicolas Sarkozy inaugure une formule qui semble lui faire un clin d'œil. 2 pages d'interview dans le Figaro et cette petite phrase signée Nicolas Sarkozy. Voter pour le FN au premier tour, c'est faire gagner la gauche au second. C'est le FNPS. FNPS, référence à l'expression fétiche du Front National. L'UMPS, 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 l'UMPS. Une comparaison qui n'a pas lieu d'être selon l'état-major du FN. L'UMP
UMPS est une réalité, ils sont d'accord ensemble, FNPS c'est juste une blague, quoi. Il suffit de voir la virulence avec laquelle nous attaquent François Hollande, Emmanuel Valls et le Parti Socialiste pour comprendre que ça n'a strictement aucun sens. Et c'est pour ça que la sortie de M. Sarkozy est assez comique. Voilà, alors pendant l'extrait, Michel Bétan nous rappelait que cette formule avait été d'abord lancée par Jean-François Copé, on y reviendra. Voilà, mais ce détournement de la formule du FN là, va créer une vraie polémique et puis surtout Nicolas Sarkozy va la répéter jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'oublier. Mais regardez ce qui s'est passé dans le dos. Ceux qui ont voté pour le Front National, ils ont eu un député socialiste de plus. C'est ça la vérité. C'est pas une question morale. C'est pas une question politique. Simplement une question de vérité et d'assumer ses responsabilités. Ça n'a pas plu quand j'ai dit FNPS. Eh bien, puisque ça n'a pas plu, je le répéterai chaque jour. Parce que c'est la vérité. Et j'essaye de convaincre que toute voix portée sur le Front National, c'est une voix qui permettra l'élection d'un conseiller général socialiste. C'est le FNPS. Non pas que je mette le PS sur le même plan que le FN, je dis simplement à ceux de nos électeurs qui, dans le Doubs, vous savez, lors de la législative partielle, ont voté pour le candidat de Mme Le Pen. Qu'est-ce qu'ils ont eu à l'arrivée? Ils ont eu un député socialiste de plus. Alors, ce n'est pas une question morale, on reviendra sur cette formule, mais d'abord, ce discours sur le FNPS est accompagné aussi, c'était l'autre axe de la campagne, de mots très fermes sur la question de la laïcité. La République, c'est la laïcité. Et que les choses soient claires, je ne vois pas la cohérence d'un système où on interdirait le voile à l'école, au collège, au lycée, et on l'autoriserait à l'université. Je vais même plus loin. Je veux dire que dans les cantines d'écoles publiques, je suis opposé à ce qu'on appelle les repas de substitution, où en fonction des origines des enfants ou des religions des parents, on choisit des repas différents. Quand vous allez dans un établissement public ou dans l'enseignement public, c'est l'enseignement de la République est laïque et nous refusons absolument, c'est notre tradition, c'est notre façon de vivre, c'est notre idéal, qu'on fasse la différence entre des personnes dans le service public en fonction de leur appartenance religieuse ou de leurs origines. Voilà, alors je précise que ces sujets font évidemment débat dans le camp de Nicolas Sarkozy, à l'UMP. On y reviendra, mais dans une autre émission. Là, la question, c'est de savoir comment tout ça s'est articulé dans la campagne. Voilà, comment Nicolas Sarkozy a tenu ces différents éléments de langage, sachant que la question des cantines scolaires et puis la question du voile à l'université rebondissait sur des propositions de loi pour l'une et puis décisions pour l'autre, prises justement par des élus UMP. Alors, Michel Bétan, comment tout ça s'articule? Vous disiez que la formule FNPS, effectivement, n'était pas nouvelle, mais là, elle est vraiment devenue la marque, on va dire, l'identité du discours de l'UMP, en plus dans cette logique maintenant tripartisane. Il faut que la classe politique arrête de penser qu'une stratégie de communication aboutira à faire chuter le Front National. La stratégie des mots ne marche pas et ne marchera pas. Et en fait, cette utilisation des mots, elle revient à dire une chose, c'est que je crois que la classe politique, à droite comme à gauche, les partis républicains plus exactement, ils ont peur et ils ne savent plus comment faire pour faire baisser le Front National. Alors cette stratégie justement FNPS, que met en avant Nicolas Sarkozy, c'est ça pour vous? C'est de la stratégie de discours qui sert à rien, si je résume ce que vous venez de dire. Pour moi, elle ne sert à rien, pour la simple et bonne raison. Vous avez vu le score du Front National au premier tour? Vous avez vu le nombre de cantons dans lesquels ils étaient au second tour? Ça a servi à quoi? D'accord. Pourtant, Nicolas Sarkozy dira que c'est sa victoire. Enfin bon, que ça a été une victoire. Là, vous dites que vous n'êtes pas d'accord sur la stratégie de discours, qui sert à rien. Ce qui est très intéressant dans l'extrait que vous nous avez montré, c'est que Sarkozy reprend sa stratégie de 2007, qui consiste à s'adresser à un électorat bien précis, qu'il connaît bien, qui est cet électorat de droite un peu radicalisé, qui peut voter FN au premier tour. Il avait construit sa victoire de 2007 en partie sur la récupération de cet électorat qui a pu voter pour Le Pen avant ou après. Il était remonté en 2012, en partant de très 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 bas et de très 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 loin,
grâce aussi à cet électorat, grâce à une campagne extrêmement dirigée. Effectivement, c'était la fameuse ligne Buisson, mais est-ce que c'est ça qui lui a vraiment permis de gagner? Il y a débat de savoir, effectivement, est-ce que c'est ça qui a permis, est-ce que c'est ça qui avait fait gagner en 2007 et puis permis de remonter en 2012? Ça fait encore débat. Je le pense en tout cas. C'est vrai qu'en 2007, il y avait l'ouverture aussi en 2007. Juste pour terminer le raisonnement, là, il attaque précisément sur la question de la laïcité, qui est un mot poli pour parler de l'islam et des musulmans. On parle de la laïcité, il développe une conception de la laïcité. On ne va pas rentrer dans le débat, mais extrêmement discutable de la laïcité. Et donc, il s'adresse très directement à des électeurs qui hésitent entre le FN et l'UMP. D'accord, donc vous dites que Et ça a marché un tout petit peu, parce que je ne crois pas aux intentions de vote en termes de niveau, mais je crois en termes de tendance. Or, on observe très bien dans la dernière semaine qui précède le premier tour, une petite remontée de l'UMP, de l'UDI, un petit tassement du Front National, qui va aboutir à ce résultat du premier tour, où l'UMP et l'UDI, en ajoutant des divers droites, c'est très compliqué, est quand même parvenu. Donc vous dites c'est une stratégie de discours qui a marché un peu. Alors c'est un débat, on pourrait faire 45 minutes dessus, donc un petit mot. C'est simple. Pour répondre, parce que je vois que vous n'êtes pas d'accord. Quand la gauche était au pouvoir, le Front National lui piquait ses électeurs et les électeurs revenaient dans leur maison habituelle. Quand la droite est au pouvoir, laissez-moi aller jusqu'au bout. Lorsque la droite est au pouvoir, la gauche pique, le Front National pique les électeurs de la droite, et ça s'est toujours passé ainsi. Le problème de la gauche, c'est qu'aujourd'hui, il s'est fait dépouiller électoralement par le Front National. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, les électeurs, ils ne reviennent plus au bercail. Ils restent au Front National. C'est ça la nouveauté. C'est ça la grande nouveauté. C'est pour ça que vous dites que ça ne marche pas. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas. En étant pragmatique. Comme dit Nicolas Sarkozy, ce n'est pas une question morale. D'ailleurs, cette formule, elle est intéressante de Nicolas Sarkozy, très court sur la stratégie de discours. Oui, c'est vrai on voit bien qu'il essaye de trouver une parade au fameux slogan UMPS par ce nouveau contre-slogan, sachant qu'il oublie peut-être une chose, c'est que les électeurs du Front National ne puissent pas seulement dans l'électorat de l'UMP, mais aussi dans l'électorat de gauche, selon les régions, selon les moments. Et on voit bien qu'il y a un électorat que Pascal Perrineau appelait le gaucho-le-pénisme, le concept de Pascal Perrineau. C'est pas à eux qui s'adressent. Et donc l'argument de faire une sorte d'identité, tout en disant d'ailleurs qu'il ne met pas le PS et le Front National sur le même plan, ce qui est quand même difficile à faire comprendre en termes de communication, fait que... Oui, c'est ça, c'est FNPS, mais je ne les mets pas sur le même plan. Voilà. Et cette posture, en fait, d'en appeler finalement à des arguments d'ordre tactique, c'est, à mon avis, extrêmement limité pour l'électorat en général, qui attend de la politique des convictions, des principes, un programme, un projet. C'est vrai que cette formule, ce n'est pas une question morale, d'ailleurs, est intéressante. Oui. La question tactique est assez limitée dans ses effets. Y compris, je pense d'ailleurs. Mais on voit ce qu'il y a derrière. On voit ce qu'il y a derrière. À la présidentielle, il n'y aura que 2 candidats. Il n'y en aura pas 3. Il n'y aura pas de prix. Il n'y aura pas de triangulaire. Et donc c'est ça qu'il recherche. En fait, il recherche l'élimination du camp adverse pour se retrouver face au Front National et gagner. C'est ça ce qu'il y a derrière. Alors on va laisser le mot de la fin à Dominique Minguenot sur justement FNPS. Est-ce une déclinaison, une reprise, une citation du MPS? Ou y a-t-il une nuance justement dans la reprise de ce mot? Disons que c'est un acronyme. Et les acronymes, il y a une valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand vous passez de Parti socialiste à PS, il se produit un phénomène de compactification, si je peux dire, de l'entité. Ça devient vraiment un être qui a une sorte d'identité forte. Mais le problème, c'est qu'en ajoutant 2 entités, FN et PS, vous créez une entité au-dessus. Mais le problème, c'est que c'est la relation. Les gens, quand même, continuent à avoir la pensée qu'il y en a 2. Il y a FN et PS. Le problème, c'est que la formule ne dit pas quelle est la relation entre les 2. Absolument. Et le même Sarkozy lui-même, derrière, il lui dit un peu plus loin, je ne les mets pas sur le même plan. Donc, je crois qu'il faut comme distinguer 2 régimes de discours. Tantôt, il faut frapper l'imagination. Et là, on est dans une tactique électorale entre 2 tours ou avant l'élection. Et puis, il y a les argumentations qui, effectivement, sont un peu plus élaborées. Mais je crois quand même qu'il ne faut pas dire que c'est la formule. C'est une formule qui est conjoncturelle et qui a une fonction, et fait avant tout, de fixer l'électeur qui va faire un choix dans l'urne. Si vous votez pour, ça risque de. Mais je ne crois pas qu'il faut interpréter ça en termes idéologiques. Comme une véritable assimilation. D'accord, ok, un petit mot, puis on va passer à la suite. On peut juste dire que l'argument de la laïcité est peut-être plus efficace que l'argument du FNPS. Vous êtes d'accord? C'est autre chose. Voilà, exactement. FNPS, c'est un peu un objet non identifié. Oui. Comme vous l'avez très bien dit, on ne comprend pas la relation. Alors, l'efficacité, on peut quand même relativiser entre le court terme et le moyen terme, parce que c'est aussi adopter une posture à quelques jours d'une élection qui sent quand même un peu l'électoralisme et qui peut aussi induire que le risque
que courir après l'extrême droite sur son terrain, c'est aussi le favoriser et donc, d'une certaine manière, le banaliser. D'accord, le court terme et le moyen terme. Alors, justement, pour revenir sur les questions du court terme et du moyen terme, il y a eu aussi dans cette campagne, et c'est le cas depuis quelque temps, hein, beaucoup d'attaques ciblées contre Christiane Taubira, accusée de laxisme par l'UMP. La ministre de la Justice a cette fois été la cible de Gérald Darmanin, jeune député proche de Nicolas Sarkozy, dont il a été le porte-parole, et proche de Xavier Bertrand aussi, dont l'attaque a créé une polémique pleine de sous-entendus. Quand vous me dites qu'est-ce qui fait monter le Front National, je vous réponds Madame Taubira. Si vous pensez que Madame Taubira n'est pas un tract ambulant pour le Front National mis en avant par François Hollande, c'est que je pense qu'on n'a pas compris le cynisme du Parti socialiste. Il faut vraiment jamais rencontrer les Français pour s'apercevoir que la politique pénale menée par Madame Taubira, c'est tout ce qui fait monter aujourd'hui le Front National. Madame Taubira est un tract pour le Front National mis en avant par le candidat François Hollande. Voilà, un tract ambulant, dit-il, pour le FN. Et l'après-midi même, à l'Assemblée nationale, eh bien, le même Gérald Darmanin pose une question au Premier ministre Manuel Valls, qui profite de l'occasion pour lui passer un savon. Même si ces propos-là n'ont pas été tenus dans l'hémicycle, je peux vous dire devant la représentation nationale que ce que vous avez dit ce matin, une nouvelle fois, à propos de la garde des Sceaux, en parlant d'elle comme d'un tract permanent en faveur du Front National, au moment où nous avons ces débats, après les propos qui ont été tenus par le président de votre formation politique, assimilant une nouvelle fois le Front National au Parti Socialiste, abandonnant toute idée de la différence entre ceux qui sont contre les valeurs de la République et entre ceux qui les défendent, qui ont toujours fait, Monsieur Darmanin, le choix de la République, des valeurs, toujours en 2002, puisque vous parliez du passé, quand il s'est agi de choisir entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, à chaque fois que ce camp-là, que les républicains de gauche ont eu à choisir, jamais nous n'avons tenu les propos que vous avez tenus. Voilà, alors est-ce une variation à cette attaque du FNPS dont on a parlé de Nicolas Sarkozy? Pourquoi Manuel Valls se met-il autant en colère? Interrogé sur le même sujet, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, propose une autre lecture de la phrase de Gérald Darmanin. Dire que Madame Taubira est un tract ambulant pour le Front National, ce n'est pas critiquer sa politique, c'est critiquer son être, c'est critiquer son essence. Elle est noire, donc un tract ambulant pour le Front National qui est raciste. Voilà ce qui est dit. Voilà, et alors là, c'est une vraie question qui s'est posée, hein. C'est quand même, voilà, le mot, la racisme est lâché. Alors, tract ambulant, on va d'abord faire réagir Dominique Maguenot avant de vous faire rebondir sur la communication des uns et des autres. Dans ce mot, tract ambulant, est-on sur la politique, qui est le registre sur lequel répond Manuel Valls, tout en se mettant quand même très en colère, ou alors est-on effectivement dans un sous-entendu, selon vous, hein, on va faire réagir le linguiste, tract ambulant, et voilà, comme le pointe Jean-Christophe Cambadélis. Sachant que, d'ailleurs, Manuel Valls se trompe pas, il dit tract permanent, il dit pas tract ambulant. Oui, tout à fait. Le linguiste, il va vous répondre en normand. Hein, c'est-à-dire, en fait, le sens, il n'est pas dans l'énoncé, il est dans la tête de celui qui l'interprète. Et donc, il est évident qu'il y a un petit peu de l'énoncé, mais il y a beaucoup dans la tête de l'interprète. Alors, ce qui, dans l'énoncé, effectivement, permet ce genre d'interprétation, c'est qu'il y a une métonymie, comme on dit, qui réduit l'humain à un objet. En l'occurrence un tract. Et donc, du même coup, ça favorise l'interprétation de type péjoratif. Mais je ne dirais pas que l'interprétation, elle est dans l'énoncé, bien entendu. D'accord, d'accord. Mais elle est dans la tête. Alors, c'est compliqué, parce qu'elle est dans la tête de celui qui dit, elle est dans la tête de celui qui l'entend. Mais l'énoncé la rend possible. Simplement... Elle n'est pas faite pour ça, justement, pour être ambigu et pour être... oui. Prêter peut-être beaucoup d'intention à Gérald Darmanin, qui a une jeune expérience. C'est la politique de Mme Taubira qui est jugée comme un tract ambulant pour le Front National. C'est elle, oui, c'est Christiane Taubira. Donc il y a une ambivalence, une ambiguïté qui, à mon avis, est volontaire. Parce que là aussi, la stratégie est de s'adresser toujours à ce même électorat, qui est l'électorat clé pour la droite et pour les FN, qui est cet électorat de droite radicalisé, qui s'est pas mal mobilisé autour de la manif pour tous. Christiane Taubira portait le projet du mariage pour tous. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'elle donc il y a tout ça qui est derrière, et je pense qu'elle est volontairement ambivalente. Elle n'est pas raciste, mais elle est volontairement ambivalente. Voilà pourquoi Mais c'est vrai que la formule ait été digne du débat politique, sans doute non, mais que la même formule ait eu une connotation, une intention raciste, sans doute non plus. On a même peut-être l'impression que la gauche a pu sauter sur la faute
Mais oui. Ah oui, parce que ce qui est intéressant, effectivement, c'est la réponse, parce que ça a fait effectivement une énorme polémique. Et que ça, effectivement, ça abaisse le niveau du débat de traiter une femme politique. Sauter sur cette occasion, quoi. Non, sans doute pas, mais c'est vrai que ses compères ont peut-être trouvé là une bonne occasion aussi de s'illustrer. C'est malheureusement la politique, et c'est vrai que peut-être utiliser cette faute sans doute, et ça, une telle formule pour une femme politique abaisse le débat politique, c'est vrai. Et donc, de ce point de vue-là, favorise les extrêmes. D'accord, pour remettre le terrain, enfin c'est ça, que finalement la gauche a répondu très fortement, et là encore on n'a passé que quelques extraits, hein, mais il y en a eu d'autres des réponses, et Christiane Taubira, etc., s'est jeté là-dessus pour se remettre sur le terrain des valeurs. Alors Michel Bétan, votre lecture de ça et de la phrase ambiguë, est-ce que c'est bien d'être ambigu d'ailleurs en communication politique, et puis sur la réponse hein. Je ne sais pas si on peut dire ambigu, pas ambigu. Moi je remarque une chose, c'est que si Manuel Valls ne lui avait pas donné cette résonance, elle serait passée inaperçue. Cette phrase, absolument. Bien sûr. Et donc je pense que, pour ça que je suis d'accord avec vous, je pense que ça a été une erreur de Manuel Valls, mais ils ne l'ont pas fait par erreur. Une erreur de Manuel Valls. Non, c'était une erreur de monter ça en épingle comme un sujet électoral. On a compris qu'il l'a fait parce que je suis d'accord avec vous. Il a tiré la ficelle. Ils ont tiré la ficelle. Vous auriez pu aussi montrer la réponse de Mme Taubira, qui là est scandaleuse. Elle l'a traité d'indigent. Là, pour le coup, c'est du racisme. Elle a dit que c'était des attaques C'est indigentes. du racisme. Pour le coup, c'est du racisme. Du racisme elle l'a traité social. d'indigent. Du racisme social, c'est indigent. Et en plus, M. Darmanin a expliqué lui-même qu'elle s'adressait à son grand-père qui était harki. Et donc, c'était encore beaucoup plus grave que les propos de Mme Taubira. Mais si, je peux vous l'expliquer, les indigents. Voilà, alors voilà, Christiane Taubira, on regarde. Lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne est à ce point pauvre, indigente, moralement, politiquement, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien. Mais Christiane Taubira, quoi qu'il en soit, je pense que le sujet a été tiré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, tout d'un coup, un homme politique... Voilà, pourquoi Manuel Valls fait monter la sauce. Il fait monter la sauce parce qu'on est en campagne électorale et que pour lui, c'est un élément supplémentaire pour dire attention, attention, c'est un élément de mobilisation de son électorat. De son électorat. Sur les valeurs. Sur les valeurs. En disant, nous ne sommes pas... Attention, si vous venez pas voter pour nous, regardez ce qui va arriver demain au pouvoir. Et dernier élément quand même très important, c'est que quand Gérald Darmanin utilise cette phrase, bon, il ne faut pas oublier une chose, hein, une phrase c'est un contexte. Il est en pleine campagne, dans sa ville, à Tourcoing, où il y a 3 cantons renouvelables. Et dans cette ville où le Front National fait des scores remarquables. Ville perdue par la gauche. Oui, d'accord. Bon, et alors? Eh bien donc, quand il est dans la rue, moi je lui ai posé la question, mais pourquoi utiliser cette phrase? Il m'a dit, mais c'est 100% des gens croisés dans la rue me disaient la politique pénale de Mme Taubira, c'est scandaleux. Donc, il utilise... Ce qui n'empêche pas que la formulation ait pu être... la formulation, elle était... En fait, elle a été aussi... Elle a voulu marquer quelque chose, elle a voulu identifier quelque chose. Mais avant d'utiliser le mot, il explique pourquoi il dit c'est la politique pénale de Mme Taubira. Oui, c'est vrai. Donc, alors, on va faut faire attention. On va vous faire réagir. Les forces sont partagées. Alors, on va vous faire réagir, mais vous disiez Manuel Valls, alors qui finalement, vous dites sauter sur l'occasion pour rassembler son camp, etc. C'est vrai que Manuel Valls, pendant quelques semaines, centrait tous ses discours sur le FN. Un mot, une déclaration d'ailleurs a particulièrement retenu l'attention, c'est sa peur avouée du FN. Et si je fais campagne, si je vais aux côtés des candidats socialistes radicaux de gauche soutenus par ces 2 formations politiques de la majorité gouvernementale, non, oui, j'ai pas peur pour moi. Moi, je prends tous les risques. C'est normal, c'est ma mission. Mais j'ai peur. Même le risque d'une défaite et d'un désaveu personnel. Jean-Pierre Elkabbach, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur qu'il se fracasse contre le Front National. Et c'est pour ça que la gauche part totalement désunie. Et donc, parce qu'ils n'entendent pas votre message de ce point de vue-là. Essayons de nous hisser à la hauteur de ces enjeux. Le Front National, messieurs les journalistes, mais à travers vous, je m'adresse à mes compatriotes, à 30%, c'est d'une extrême gravité. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en entendant le mot peur, il dément, avant de changer aussitôt son fusil d'épaule, et de reprendre ce mot. Juste un petit commentaire, Dominique Minguenot, sur ce mot peur et la manière dont il l'énonce. Qu'est-ce que je peux dire? Sinon que c'est de la stratégie. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le non-oui.
au départ. Oui, mais on a l'impression qu'il dément et puis il change d'avis, oui. C'est-à-dire qu'il est dans un double bind, parce que d'un côté, il faut qu'il ait peur pour dramatiser, mais d'un autre côté, comme il est le Premier ministre, il ne faut pas qu'il ait l'air d'avoir peur, il faut qu'il ait l'air d'être... D'accord, donc très vite, il prend sa décision. Donc il dit non, il dit oui, et puis il essaie après de serrer, effectivement, et la sortie, comme toujours, c'est prendre de la hauteur. Donc il dit... Essayons de nous hisser à la hauteur, et là, ça le permet de prendre une sorte de vision qui dépasse la contradiction dans laquelle il est pris, à mon avis. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'entrée en campagne des cantonales et que c'est le tournant de la campagne des cantonales, dans la mesure où Valls donne un enjeu à ces départementales que ces élections n'avaient pas, parce que la réforme de la décentralisation n'est pas achevée, oui, voilà, parce que l'avenir du département est incertain, et que donc il était très difficile de faire une campagne, y compris pour les sortants, d'ailleurs en majorité socialiste, il était difficile de faire une campagne locale, centrée sur l'enjeu des départements dans cette campagne. Et donc Manuel Valls, en faisant un choix opposé à celui qui avait été fait par la gauche un an auparavant sur les municipales, où ils avaient laissé filer volontairement, oui, en disant on va enjamber l'élection, effectivement. Il décide de politiser cette campagne, de lui donner un enjeu qui est le FN. Voilà. Et donc toute la campagne va s'organiser autour du FN, puisque celle de Manuel Valls, celle de Nicolas Sarkozy, dont on a parlé précédemment. Et c'est à partir de cette déclaration que les médias populaires, notamment je pense au journal de TF1, de 20h de TF1, ont eu une très grosse couverture des cantonales, enfin des départementales, pardon, et que la campagne a pris une ampleur nationale qui, à mon avis, explique l'augmentation de la participation. Oui, il y a l'enjeu de la... On était sur du moins de 45% de participation, on finit à 50%, un petit bond de participation qui est lié à cette politisation qu'a posé Manuel Valls et qui a entraîné la médiatisation. Alors, on va revenir sur la stratégie de Manuel Valls. D'abord, petite chose quand même concernant les mots, parce que c'est vrai que cette peur, hein, vous dites finalement avouée, on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est nouveau ou pas? Alors, en faisant des recherches, on a pu constater qu'il n'était pas le premier à faire allusion à sa peur. Déjà en 2002, Jacques Chirac, alors candidat à la présidentielle, hein, donc face à Jean-Marie Le Pen, hein, les deux étaient qualifiés pour le second tour, eh bien, évoquait la même crainte en termes un peu différents, mais c'est assez proche quand même, écoutez. Je voudrais dire à tous les Français mon inquiétude, qui est une grande inquiétude, devant la montée dans notre pays de l'extrême droite. Cette inquiétude, c'est d'abord à l'égard des valeurs qui sont les nôtres, et qui sont des valeurs traditionnelles de tolérance, de respect, d'humanisme. Ces valeurs pour lesquelles tant de Français sont morts depuis si longtemps. Inquiétude aussi pour l'image que cela donne, cette situation donne de notre pays à l'étranger. Voilà, alors peur, inquiétude, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Est-on dans le même registre? Manuel Valls fait-il du Chirac? Vous allez réagir, mais d'abord, est-ce que, voilà, est-ce comparable? Est-il exactement dans le même registre? Pas du tout, à mon avis. Pas du la tout, peur et l'inquiétude, c'est pas du tout la même chose, parce que on voit, ce qui compte, c'est le ton. On voit trouver la différence, c'est que Valls, c'est un ton très polémique, et la peur, il y a quelque chose dont on a peur, et il faut mettre en garde des gens contre cette peur, etc. Chirac, il a un ton grave, le ton du père. Hein, d'accord, donc la différence est dans le ton pour vous. Ah oui, parce que le mot inquiétude, ça veut dire c'est quelque chose de profond qui vient de l'intérieur. On n'est pas dans la polémique. On est dans quelque chose de l'être. C'est-à-dire, j'exprime ma conviction profonde. Et il me semble que là, la différence entre inquiétude et peur ne peut pas être considérée indépendamment du ton et de la stature que prend le personnage, et surtout du rapport, l'absence de rapport polémique. Chirac ne polémique pas. Il prend lui aussi de la hauteur, mais il le prend réellement, alors que dans le cas de Valls, c'est une hauteur, si je peux dire, dite, mais qui n'est pas incarnée. Michel, deux, trois distinctions avec Manuel Valls. C'est le premier, effectivement, celui des mots et du ton. Et d'ailleurs, Manuel Valls évoque la gravité qu'il aurait pu davantage utiliser que le mot peur dans son premier argument. Il y a le deuxième élément, c'est l'élément d'argument. Quel argument fait référence le président Chirac, qui était dans une période aussi, c'est la troisième différence, c'est la séquence. Mais l'argument, c'est celui des valeurs et de... les deux, Manuel Valls aussi est sur les valeurs. C'est vrai qu'il rejoue, on avait l'impression qu'il rejouait de manière différente, mais un peu quand même la même partition, non? Il le dit avec une certaine solennité et à un moment très particulier, qui n'est pas celui d'une départementale,
qui est celui d'une élection présidentielle. Et on voit bien qu'il y a un décalage, sans doute, entre le propos de Manuel Valls et l'électorat, y compris protestataire, qui vote pour le Front National et des élections intermédiaires, que sont les européennes, que sont les départementales. Et les mêmes électorats, en tout cas pour parti, peut avoir une toute autre attitude de gravité lui-même au moment d'une présidentielle, d'une élection nationale. Et c'est là que la correspondance entre le propos de Jacques Chirac est plus adapté à la situation que celui de Manuel Valls. D'accord, mais qui est moins grave en même temps. Qui évoque des élections intermédiaires et qui tente de nationaliser une élection locale. Oui, mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'il a eu de la mobilisation. Et voilà. Alors, Philippe Guibert, pardon. Qui est resté à moitié... Et puis, un sujet de... Pardon, excusez-moi. Et puis, un vrai sujet d'inquiétude tout de même, parce que on a un Front National qui atteint 25,2% des voix à des cantonales, à des départementales, j'y arriverai, où il y a 50% d'abstention, où ceux qui votent sont les plus intégrés politiquement, les plus en allégeance avec le système politique, où les retraités représentent pas loin d'un quarantaine de % de l'électorat, qui sont le groupe social le plus... celui qui vote le moins FN. Et malgré tout ça, on arrive à un Front National qui représente un quart. Mais du coup, sur la stratégie de discours de Manuel Valls, vous diriez justement qu'il est un peu dans cette thématique déjà, celle de 2002, c'est pas n'importe quel moment, c'est le moment où le Front National est au deuxième tour. Très clairement, pour vous, il est dans la même logique que Jacques Chirac. Oui, parce qu'il prépare les deux prochaines années, avec une difficulté. Alors l'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle permet de sensibiliser les électeurs de gauche, avec une difficulté pour la gauche, qui est que pour mobiliser les électeurs de gauche, est-ce qu'on doit être que sur une mobilisation négative contre le Front National, la peur du Front pour faire sortir les électeurs ou l'inquiétude, afin qu'ils aillent voter? C'est une vraie question stratégique. À court terme, pour ces départementales, il n'y avait sans doute pas d'autre stratégie pour Manuel Valls pour mobiliser des électeurs de gauche. D'accord, mais si c'est le seul levier, c'est un peu embarrassant. Alors on verra un ou deux autres extraits. Mais là, justement, Philippe Guibert disait, il est clairement dans cette thématique, et dans ces thèmes confère Jacques Chirac en 2002. Moi, je veux dire que Manuel Valls, il est cohérent dans sa stratégie de communication depuis quelques années. Il n'a pas changé, il n'a pas bougé. Manuel Valls, il veut mettre des mots sur des mots. Et il veut dire ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Et quand il dit « j'ai peur pour mon pays », il est sincère quand il dit ça. Parce qu'il sait ce que ça veut dire, il voit très bien ce que ça signifie. Donc, je ne pense pas qu'il y ait derrière, peut-être que le choix des mots, on analyse, je pense que ce mot, il a eu un effet. Il a eu un véritable effet. Et l'effet, c'est de dire au peuple de gauche, attention, il y a eu déjà 2002, on ne va pas recommencer les prochaines. Donc soit vous vous réveillez, ne venez pas nous dire demain pourquoi on n'est pas là, pourquoi on a le choix entre la droite et le Front National. Ça, cet effet. Et troisième élément quand même qui n'est pas rien, c'est que n'oubliez pas que la gauche est divisée. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, qu'elle l'est toujours d'ailleurs. La gauche arrive au cantonal en 3 partis. Et que par ailleurs, au Parlement, elle est divisée. Qu'il y a des frondeurs qui représentent une trentaine de députés qui font beaucoup de bruit. Et qu'il se dit qu'avec cet argument-là, c'est de nature à ressouder tout ça. Avec un objectif. Donc on voit bien que sa stratégie de communication, elle n'a pas changé, elle est toujours la même. D'accord, d'où le fait effectivement, vous disiez, c'est un décalage, c'est des élections départementales, c'est pas la présidentielle. Oui, mais en même temps, il pose un enjeu aussi pour les 2 ans à venir. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on évoquait le côté peut-être un peu impulsif de Manuel Valls, qui contraste avec Jacques Chirac. C'est vrai que ça s'est confirmé durant cette campagne des départementales, notamment lors d'une joute oratoire, toujours à l'Assemblée nationale, avec la jeune députée Front National, Marion Maréchal-Le Pen, qui l'interpellait. On écoute l'interpellation et la réponse de Manuel Valls. Gardez donc votre mépris crétin et vos leçons de République pour votre propre parti. Quand comptez-vous enfin vous occuper des angoisses des Français plutôt que du sort de votre parti, qui, je l'espère, se fracassera sur les urnes à la fin du mois? Alors oui, face à vous, face à vos candidats, ils sont des dizaines, madame, des dizaines à tenir des propos antisémites, à tenir des propos racistes, à tenir des propos homophobes, à tenir des propos sexistes. Je ne confonds pas, madame, les électeurs du Front National, je ne confonds pas les Français avec vous. Et je veux leur dire que vous les trompez, que votre politique mènerait le pays à la ruine en la sortant de l'euro, de la politique agricole commune, de l'Union européenne. Oui, parce qu'il faut dire la vérité aux Français. Vous les trompez. Il est temps que nous affirmions tous, comme je l'ai fait ici le 13 janvier, les valeurs de la République, la France, mais aussi les actes et la politique de mon gouvernement contre la pauvreté, pour l'école, pour les valeurs de la République, pour redresser le pays. C'est aussi une réponse à ce que vous portez. Alors madame, jusqu'au bout, je mènerai campagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République ni la France.
Voilà, il s'énerve tellement, d'ailleurs on voit que sa main tremble, hein. il la tient dans sa main comme si cette intervention, justement là pour le coup, était vraiment sous le coup de la colère. Cela dit, au soir du second tour des départementales, eh bien, Manuel Valls là, revendique clairement et posément cette stratégie. Les appels à la mobilisation républicaine ont été entendus, d'autant plus que je me suis beaucoup impliqué pour cela, autant que j'ai pu, avec tant d'autres. Mais les scores très élevés, beaucoup trop élevés, de l'extrême droite restent plus que jamais un défi pour tous les républicains. Et c'est la marque d'un bouleversement durable de notre paysage politique dont chacun devra tirer les leçons. Et on voit clairement qu'il pose les jalons pour la suite. Voilà, élection régionale fin 2015, voire présidentielle plus tard. On va vous faire réagir. Mais d'abord, un petit mot peut-être sur le discours et sur les mots prononcés, Dominique Maguenot. Ce qui me frappe, c'est le ton de Valls. Bon, on dit qu'il est impulsif, oui, mais en politique, l'impulsivité, c'est toujours au service des intérêts quand même. Et donc, et c'est ce qu'on appelle la sainte colère en rhétorique. C'est-à-dire, mais il faut bien comprendre quelle attitude ont les politiques, disons, traditionnelles à l'égard du Front National. Ils ont en fait que deux registres qui fonctionnent. Le premier, c'est le registre Chirac, l'inquiétude, le ton, en quelque sorte, oui, un espèce d'éthos vraiment de gravité. Et le deuxième, c'est la violence verbale qui permet de dire « Madame, madame, vous n'êtes pas dans mon camp ». Il y a un côté, je mime dans mon discours l'exclusion de ce que représente le Front National. D'accord, donc le tremblement, tout en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est argumenter avec le Front National. Ils ne veulent pas se mettre au même niveau que lui. Donc il y a deux solutions, on est au-dessus, ou alors on rejette violemment. On est dans la colère. Donc cette colère, maîtrisée ou pas, on n'est pas dans la tête, là encore, de Manuel Valls. En tout cas, elle est en parfaite cohérence avec son discours. Il est contraint par la situation, en quelque sorte. Voilà. D'accord. Et puis c'est vrai que la question était assez provocatrice aussi. Donc il a pu se mettre en colère. Vous disiez cohérent, là, jusqu'au bout. Ah, mais il est cohérent jusqu'au bout. Le seul problème de Manuel Valls, c'est que les mots ne produisent aucun effet. Les mots ne produisent aucun effet. Je rappelle une chose, c'est que si ces mots avaient permis, alors peut-être que ça a mobilisé à 1, 2, 3% et que ça a permis de sauver quelques départements, bon, bah, ça a quand même été une défaite comme assez cinglante pour Manuel Valls, parce que son pari a été... C'est pas ce qu'il dit. Oui, mais bien sûr, mais vous savez, il n'y a que les faits qui comptent. 61 départements, donc défaite ils en ont cinglante, 27, donc c'est une défaite cinglante, et que donc les mots en politique ne suffisent pas face au Front National. C'est ça le sujet. C'est pour ça que je dis que toute stratégie de communication... Quand on fait de la communication politique et qu'on parle et qu'on tient des discours... Mais aujourd'hui, face au Front National, les mots ne suffisent plus. On a tout utilisé contre tout. En termes de mots, on n'a jamais été aussi loin que parti nazi, dédiabolisation, anti-républicain. D'accord, donc tout ce que vous dites, en fait, c'est que tous ces discours, aussi cohérents soient-ils, aussi bien articulés soient-ils, aussi cohérents que soit Manuel Valls, la sainte colère ou pas, finalement, tout ça... Ça fait descendre le Front National? Non, en réalité, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, en fait. si les politiques ont vraiment envie de faire baisser le Front National, il faut qu'ils aient une politique qui produise des résultats. Il n'y a que ça qui marchera face au Front National, et tout le reste... Vous verrez, on rigolera les années prochaines, enfin dans les années qui viennent, on va se retrouver sur ce même plateau et on dira mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Front National sera sans doute au second tour de la présidentielle. D'accord, donc ce sera votre mot de la fin. C'est vrai que pour un communicant, un spécialiste de la communication politique, voilà, on imagine que vous êtes aussi beaucoup sur les discours, c'est assez... voilà, donc là, les pour le discours Front ne servent à rien. Non, les discours sur le Front National ne servent à rien. Alors, Philippe Guibert. S'il s'agit de dire que l'indignation morale contre le Front National ne suffit pas pour faire le Front Qui était la posture de Manuel Valls? C'est clair, c'est tout à fait clair que l'indignation morale est totalement insuffisante. Néanmoins, le discours de Manuel Valls, il ne s'adressait pas aux électeurs du Front National, mais aux électeurs de gauche. Comme on l'a dit. Ouais. Or, pour les Manuel Valls prend un parti socialiste qui, aux européennes, enfin prend un parti socialiste, se retrouve avec un parti socialiste aux européennes qui est, sauf erreur de ma part, à peine 14%. Et lors de ces départementales, le Parti socialiste et ses alliés obtiennent 21,5%. D'accord, donc vous dites c'est efficace au vu du résultat. Il y a eu quand même un petit redressement du Parti socialiste qu'on ne peut pas lui retirer. Et alors, est-ce qu'il a raison de se mettre autant en avant quand même? Parce que là, il dit quand même c'est moi, quoi. Il se met vraiment en avant en disant c'est grâce à moi qu'on a limité la casse. Est-ce qu'il y a le choix? Chez Manuel Valls, on ne peut pas lui opposer sur le Front National. On le voit bien quand il tremble. On voit bien que c'est quelque chose qui le prend aux tripes. Et qu'il a envie de l'exprimer en tant que tel. D'accord, mais est-ce qu'il a raison stratégiquement? Donc sincère, mais est-ce qu'il a raison de se mettre en avant? C'est une stratégie risquée, mais est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il y a d'autres personnes à gauche qui peuvent le faire dans le contexte? Peut-être à d'autres moments, oui. Mais pour l'instant, sur la scène politique telle qu'elle est, le gouvernement tel qu'il est, le PS tel qu'il est, je ne vois pas tellement d'autres leaders
médiatique qui puisse porter et prendre le risque. Eh bien, écoutez, merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Fanny Gouja qui se sont levées tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Estelle Boileau qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants lait. Ça fait 40 ans d'échec de l'UMPS. C'est pour ça que l'UMPS est intéressant. C'est qu'elle veut bien dire quelque chose. Ça fait 40 ans que vous êtes au pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe en 40 ans? Rien. Alors ce qui se passe rien, c'est que ça se dégrade. Ça se dégrade. Encore pire. Oui, donc en fait, la formule UMPS, elle a sens. Ça, il fallait. Voilà. Oui, aujourd'hui, je voulais dire, ça est passé. Elle a mince. Ça va très vite, en fait, l'émission. Hein.